Merci bien. La précédente oratrice a commencé son propos en disant qu'elle était inquiète de ne pas parler la même langue. Et j'ai la même inquiétude, sachant que le terme éthique renvoie souvent plutôt à des choses un peu théoriques, un peu conceptuelles. Donc je vais essayer de parler un langage simple qui vous soit, si j'espère, le plus possible accessible. Le sens de l'éthique, pour moi, c'est pas tellement de vous imposer un discours, mais plutôt de voir comment chaque soignant, quelle que soit son identité professionnelle, arrive à mettre des mots sur une situation, sur le contexte social, institutionnel dans lequel il ou elle est, et puis sur ses propres repères ou ses propres questionnements. Vincent Morel, dans son introduction, mentionnait le terme subjectivité. Eh bien, peut-être que le débat actuel est une chance pour les acteurs de soins palliatifs parce qu'il nous impose de creuser un peu nos repères, nos fondements, sachant que nous évoluons dans une société pluraliste et que nous devons exister avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes repères d'existence que nous. En tout cas, c'est un peu pour moi la visée de cette communication. Premier constat, une absence de suivi des recommandations du rapport Sicard. Sicard, avec toute sa personnalité, avait fait un rapport extrêmement large dans lequel il appelait vraiment le monde politique à une réforme très importante de l'organisation des structures de santé pour établir des passerelles entre le système sanitaire, le système médico-social, pour construire des filières de soins, voire pour réformer, c'est le terme qu'il utilise, la formation médicale. Donc Sicard s'est mis vraiment dans une pensée très globale de la situation. Et en écho à ce souhait du professeur Sicard, l'approche du politique est essentiellement légaliste. Il n'y a pas actuellement, à notre connaissance, de projet de réforme profonde de l'organisation du système de santé. Et c'est peut-être une question manquante aujourd'hui dans le débat sur la fin de vie, qui est d'une part, le politique a-t-il réellement un pouvoir? A-t-il réellement une capacité à changer de manière significative l'organisation du système de soins? Ce serait une première question à lui renvoyer. Et puis la deuxième question, comment le politique pense-t-il son action? En langage simple, est-ce que la tâche du politique est de promouvoir au maximum les libertés de chacun en s'imposant, en s'interdisant d'imposer des normes ou des valeurs collectives? Ou est-ce que la tâche du politique est de participer à la construction de repères collectifs, quitte peut-être à entraver la liberté de chacun? Cette question politique n'est pas du tout mise en scène actuellement et je tiens vraiment à souligner ça en introduction. Il y a peut-être un piège autour du débat sur la fin de vie qui serait de le centrer uniquement autour de la responsabilité des soignants, alors que la question convoque peut-être beaucoup plus le politique dans sa capacité à organiser réellement un système de soins qui soit adapté aux besoins de la majeure partie de la population. Donc peut-être qu'il ne faut pas tomber dans ce piège et dans cette question qui n'est pas mise en scène. Donc premier constat, le rapport Sicard fait des propositions très larges. Aucune de ces propositions n'est reprise actuellement. Et l'approche est essentiellement légaliste. Alors, il y a, comme l'a dit Vincent Morel, beaucoup d'incertitudes sur l'évolution ou non du cadre légal, et on peut distinguer en gros trois grands champs. Il y a un premier champ qui, globalement, ne pose pas beaucoup de problèmes aux acteurs de soins palliatifs, qui serait une éventuelle modification de la loi Leonetti autour des directives anticipées qui deviendraient contraignantes ou autour du renforcement de la procédure collégiale.
Il y a un deuxième champ qui est en pleine interrogation, qui est d'une part celui du droit de demander la sédation, c'est une proposition de Jean Leonetti, et qui est surtout le droit de pouvoir bénéficier d'une sédation. Donc là, il y a très clairement, si cette proposition passe, un changement de registre. Le CCNE propose que toute personne en phase avancée d'une maladie létale pourrait bénéficier à sa demande d'une sédation. Et puis il y a un troisième champ qui a été le thème majeur de la journée, qui est celui de l'arrêt de vie autour des thématiques de dépénalisation ou d'euthanasie. Alors je vous propose de ne pas aborder de manière spécifique toutes ces questions, mais plutôt de les considérer de manière transversale. Il me semble que ces éventuelles propositions croisent trois enjeux qui n'ont absolument rien de nouveau et qui sont des enjeux qui traversent aujourd'hui les pratiques de soins. Un premier enjeu, ce serait la construction d'un rapport à la technique, aux techniques biomédicales de prolongation ou non de l'existence. Un deuxième enjeu serait celui de la construction d'un rapport à la souffrance. Et puis, un troisième enjeu serait celle du rapport que nous avons vis-à-vis de l'autodétermination, de la liberté, de l'autonomie, utilisez le terme qui vous convient. Alors, je vous propose d'aborder séparément ces trois enjeux. J'essaierai à chaque fois de dégager deux ou trois éléments contextuels et puis de faire après quelques propositions. Et dans la conclusion, je retournerai sur la question soignante. Peut-on édifier quelques repères pour nous soignants, pour tenir notre posture soignante dans la pluralité de notre société? Donc, premier enjeu, quel rapport à la technique? Alors, il y a un jargon après, quel jargon philosophique que je vous décline. Le pari, c'est que vous l'auriez compris, vous le comprendriez après. Donc, quel rapport à la technique? Où, en gros, entre mort naturelle et maîtrise du mourir, la co-construction d'un rapport à la technique. Premier constat, nous naissons, nous vivons, nous mourrons en compagnie de la technique. Et le concept de mort naturelle est un concept probablement très dépassé. L'étude faite par l'INED sur les décisions médicales prises en fin de vie met en évidence que globalement, 50% des décès sont précédés d'une décision qui potentiellement peut influer sur la durée ou sur la quantité de l'existence. Donc nous mourrons en compagnie de la technique et il s'agit peut-être d'une nouvelle responsabilité pour le soignant qui serait d'humaniser ce rapport à la technique, sachant que la mort naturelle va probablement s'estomper. Deuxième constat, il existe un dissensus sur la qualification des décisions médicales que nous prenons. Les acteurs de soins palliatifs proposent une distinction en trois grandes catégories, la sédation, les limitations, les arrêts de traitement, et puis l'euthanasie. Et cette distinction a été globalement reprise par la loi Leonetti. Mais voilà que cette distinction n'apparaît plus du tout pertinente pour une partie de la société, notamment dans le rapport du CCNE, Vincent Morel le signalait, il y a trois positions qui sont rendues, et les deux dernières positions pointent l'absence de distinction entre ce que nous appelons la limitation et arrêt de traitement et l'euthanasie. Donc, nous vivons, nous mourons en compagnie de la technique, et la qualification des décisions médicales ne fait pas consensus dans notre société. Alors, quelques pistes pour essayer d'avancer autour de cette question de la construction d'un rapport humanisant à la technique. Une première piste, ce serait de valoriser la délibération. Ce qui est important n'est peut-être pas la décision que nous prenons, mais plutôt le processus continu
en dialogue, en interaction avec le patient, son entourage, les soignants. Et c'est au sein de ce processus continu qu'apparaîtra quelque chose de l'ordre du langage, qu'apparaîtra quelque chose de l'ordre de la signification, que nous pourrons croiser les différentes représentations ou significations que nous avons des thérapeutiques, de la valeur ou non de l'existence. Donc, premier pari, face à l'univers technique, l'enjeu est de valoriser une délibération qui insisterait sur la dimension langagière, relationnelle, symbolique du processus. Deuxième piste, il serait d'argumenter et de maintenir, en tout cas de mon point de vue, les distinctions entre les pratiques de sédation, les pratiques de limitation de traitement et les pratiques d'euthanasie. Alors, le premier tableau est classique, donc je le laisse. J'aborderai plutôt ce qui fait aujourd'hui, semble-t-il, problème. Y a-t-il une distinction entre l'arrêt d'un ventilateur et la réalisation d'un geste d'euthanasie? J'écoutais ce matin la personne venant de Suisse relater la mise en œuvre du suicide. Mais dans l'unité où je travaille, nous accueillons beaucoup de patients qui ont des SLA et qui ont donc assez souvent des masques de ventilation non invasive. Et nous sommes amenés à prendre des décisions d'arrêt de ventilation non invasive. L'arrêt se solde au bout d'un certain temps par la mort. Y a-t-il une distinction entre la réalisation d'une euthanasie et le fait d'enlever comme ça un ventilateur? Nous aussi, comme nos collègues suisses, nous sommes dans l'organisation. Nous aussi, nous fixons une date, nous fixons une heure. Nous aussi, nous demandons à la famille si elle souhaite être présente ou pas. Donc, dans le champ social, la plupart des personnes ne font pas de distinction entre ce qui relève d'un arrêt de ventilation et ce qui relève d'un acte d'euthanasie. Pourtant, il me semble qu'on peut distinguer ces deux types de décisions. Dans un cas, l'intention est de ne pas s'opposer à la venue de la mort. L'intention est de ne plus chercher à prolonger artificiellement la vie de l'autre. Dans l'autre cas, l'intention est d'arrêter la vie. Là, le rapport à la technique est totalement différent. Dans un cas, il s'agit de retirer la technique. Dans l'autre cas, il s'agit de faire un geste technique. Et je m'appuierai sur ce que nous a dit le docteur Geneste quand il nous a montré tous les kits techniques. Vous avez eu cette phrase, pour l'euthanasie, c'est la technique que l'on convoque. Eh bien oui, dans l'acte d'enlever un ventilateur, on retire de la technique, alors que dans l'acte de l'euthanasie, on remet à nouveau de la technique. Le parcours médical n'est généralement pas du tout le même. Si la personne qui a une SLA n'avait pas été ventilée, elle serait déjà décédée. Alors que les patients qui nous ont été décrits par nos collègues suisses, alors je sais que ce n'est pas le même registre, puisque c'est la question du suicide et pas la question de l'euthanasie, sont généralement pas du tout des patients qui tiennent grâce à un support technique. Ils mangent, ils respirent sans aucun support technique. Donc le parcours médical n'est pas du tout le même. L'agonie, dans l'euthanasie, l'agonie est extrêmement courte. Quand vous arrêtez un ventilateur, l'agonie est parfois courte, mais parfois très longue. Vous avez souvent des espèces de surprises. Le repère psychique n'est pas du tout le même. Dans un cas, vous entrez dans un processus de retrait, l'acceptation d'une démaîtrise. Dans l'autre cas, il s'agit au contraire d'honorer un rapport à la maîtrise. Et puis les repères éthiques sont différents. Il me semble que dans un cas, il s'agit de construire un rapport à la technique en assumant le fait que l'homme moderne vit en compagnie de la technique, mais de construire un rapport à la technique par la relation, par la symbolisation, avec la recherche d'une proportionnalité, alors que dans l'autre cas, on est plus dans un registre d'une éthique qui valoriserait la capacité de l'homme
à diriger son existence et qui prêterait plus attention à la conséquence de l'acte plutôt qu'à la finalité de celui qui prend la décision. Donc nous avons probablement un travail d'explicitation à faire pour que ces distinctions soient posées dans le champ social. Deuxième piste, ou deuxième thématique, il s'agit du rapport à la souffrance. Entre médicalisation et demande sociale, une rencontre ouverte avec l'homme souffrant. Là encore, 2 ou 3 diapositives pour présenter des éléments contextuels. Première chose, nous faisons le constat de la médicalisation de la souffrance. Mais la médecine n'est pas neutre dans sa manière de construire un rapport à la souffrance. Pour nous, médecins, la souffrance est transcrite en termes de signes révélateurs d'un désordre neurobiologique. La douleur révèle une métastase. Et pour certains psychiatres, la dépression est le signe d'un désordre neurobiologique dans le champ de la dopamine. Et notre rapport à la souffrance est un rapport qui passe par l'action. Et ce n'est pas critiquable en soi. Mais notre manière, nous médecins, de nous comporter face à la souffrance induit un certain prisme qui tend à exclure le sujet, qui tend à exclure la participation de la personne malade dans la gestion de son rapport à la souffrance et qui induit un certain rapport à l'efficacité. Donc, premier constat, nous sommes dans un champ de médicalisation de la souffrance avec du coup un prisme qui tend à exclure un peu la personne malade comme la dépossédant d'un possible rapport intime à sa propre souffrance. Deuxième constat, il existe une injonction sociale de plus en plus forte nous demandant d'avoir une réponse efficace face à la souffrance. Alors, elle s'est faite de manière progressive. Bernard Kouchner, quand il était ministre, avait beaucoup milité pour l'hôpital sans douleur. Bon. Pouvons-nous prétendre à un hôpital sans douleur ? Le rapport DGOS qui a été fait pour évaluer le travail fait par les équipes mobiles propose un peu comme piste de recommandation pour les équipes mobiles, finalement de contenir au maximum le désordre par le contrôle des symptômes et en préservant les droits des patients. Donc il y a une demande forte pour que nous, soignants, nous contrôlons, nous gérions l'ensemble des souffrances humaines. Troisième champ, et c'était peut-être le sens de votre discussion, Éric Fossier, à la fin avec la précédente interlocutrice, il y a une carence collective et symbolique face à la souffrance et à la mort. La question de la maladie grave était autrefois gérée par des solidarités collectives, la famille, les voisins, et puis par des systèmes symboliques, religieux, philosophiques, que les gens y croient ou pas. La médecine était peu présente. Les patients hurlaient de douleur, mais il y avait du lien humain et il y avait de la symbolisation. Or, aujourd'hui, les choses se sont totalement inversées. Il y a de la médecine, peut-être un excès de médecine dans le champ de la souffrance. Nous avons beaucoup de difficultés à vivre les liens humains. Nous vivons loin de nos proches, nous sommes peu disponibles. Et la question du symbolique est restée un peu vacante. Le champ du religieux est peu habité. La philosophie est surtout assez spéculative. La question du sens ou du non-sens de l'existence est assez peu portée par nos contemporains. Donc il y a un vide relationnel et un vide symbolique. Est-ce à la médecine de combler ce vide ? Donc trois éléments autour de la souffrance, la médicalisation de la souffrance, une injonction forte faite aux soignants pour que nous contrôlions l'ensemble des souffrances, et puis une certaine carence
des liens collectifs et des liens symboliques autour de la question de la souffrance et autour de la question de la mort et bien sûr autour de la question du sens ou du non-sens de l'existence humaine. Alors quelques pistes pour tenter d'avancer dans ce contexte, mais vous verrez que mes pistes sont extrêmement classiques. La première piste, c'est remettre la souffrance dans une expérience, dans une dimension existentielle. Certes, la souffrance est un problème médical. Certes, la souffrance convoque le corps dans sa dimension d'objectivation. Mais la souffrance convoque aussi des aspects beaucoup plus intimes, complexes, hors médical. Peut-être qu'il est important de mettre en scène le fait que la question de la souffrance n'est pas qu'une question médicale, mais qu'elle est une question beaucoup plus large que ça. Deuxième piste, elle est aussi classique, construire un rapport à l'altérité. La souffrance est une expérience de l'altérité en soi-même. Quand nous souffrons, nous nous découvrons autres que ce que nous pensons être. Peut-être que l'enjeu est, par la valorisation de la parole, par l'écoute, voire par la narration, la création d'un récit, de retrouver une certaine unité dans cette altérité en soi. Troisième piste, soutenir la persévérance à être. Il me semble que c'était ce que disait notre collègue psychiatre lorsqu'il évoquait Saint John Peirce. La tâche du soignant est peut-être d'être là dans une posture de solidarité pour que l'autre continue dans cette tâche de continuer à être malgré tout et avec tout. Et vous voyez bien que cette posture de soutenir la persévérance à être va rentrer en collusion avec une programmation anticipée de sa fin. Il y a comme une espèce d'incompatibilité des repères entre une posture soignante qui serait de soutenir l'effort pour continuer à être et une posture soignante qui serait d'accompagner l'autre dans une programmation de sa fin de vie. Quand je dis ça, je ne dis pas pour autant que la question de l'euthanasie ou du suicide doit être évincée. Je veux souligner simplement l'antagonisme des repères. Quatrième piste, et elle est pour moi assez essentielle. Il s'agit de laisser ouvert et de porter la question du sens ou du non-sens de l'existence. Nous ne savons pas si l'existence a un sens. Nous ne savons pas si l'épreuve de la maladie grave a un sens. Nous ne savons pas si l'agonie a un sens. Mais est-ce à nous de clore par un acte létal la question du sens ou du non-sens de l'existence? La tâche du soignant n'est-elle pas de porter l'énigme de l'humain? Sa responsabilité n'est pas de dire « cette vie a du sens ». Ça, il n'en a pas la potentialité et il n'en sait rien. Peut-être que cette vie n'a en effet aucun sens. Sa responsabilité, c'est de porter la solidarité, le prendre soin vis-à-vis de cette énigme qu'est l'humain. Dernière piste, une certaine prudence sur le discours social et médiatique, mais en entendant à nouveau Vincent Morel, et je lui disais, je n'ai aucune inquiétude là-dessus, vu ses compétences à communiquer médiatiquement. Mais nous devons être très très prudents sur notre discours sur la souffrance. Certes, il est hors de question de faire une apologie de la souffrance, mais il ne faut pas tomber non plus dans un certain utilitarisme de la souffrance. Dans les discussions qu'il y avait eu avec la HAS sur la sédation, certains membres avaient écrit peut-être que l'agonie a du sens parce qu'elle permet un certain travail de séparation pour les proches. Et des membres du comité de la HAS avaient réagi avec fureur.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Qu'est-ce que c'est que cette utilisation que vous faites de la souffrance de l'autre? Nous n'en savons absolument rien. Donc ne donnons pas un sens à la souffrance. Prudence. Et puis, de mon point de vue, ne posons pas une prétention à soulager toute souffrance. Si nous tenons à l'excès un discours simplificateur sur la souffrance, nous sommes en train de nous détruire. La société nous dira, vous dites que vous soulagez toute souffrance, faites-le. Nous savons que nous n'avons pas capacité à soulager toute souffrance. Peut-on mourir en gueulant dans une unité de soins palliatifs? Peut-être que ce serait là l'ultime du soin, que la capacité à entendre la colère, la protestation de celui qui ne veut pas mourir, même si cette protestation est souffrante. Peut-être que notre posture est simplement de témoigner d'une solidarité effective et ouverte au questionnement, sans normativité, si possible sans idéologie, certes avec le respect de nos repères, mais sans prétendre vouloir les imposer aux autres. Et puis, puisque la question de la souffrance n'est pas qu'une question médicale, ouvrir nos hôpitaux, ouvrir les EHPAD, faire appel à la société civile. Troisième champ, la question du rapport à l'autodétermination. Entre autodétermination légaliste et exclusion du patient, c'est-à-dire le retour d'une forme de paternalisme, peut-être s'agit-il de promouvoir de manière continue et adaptée une possibilité de choix au sein d'une rencontre. Là encore, quelques éléments contextuels. D'abord, la valorisation de l'autonomie. Oui, ça a été un progrès majeur, et c'est tout le sens de la philosophie des Lumières, que de valoriser chez l'être humain sa conscience morale et sa capacité à participer activement à la conduite de son existence. Oui, c'est un projet, c'est un progrès, que cette capacité d'autonomie se soit déclinée en termes de droits. Oui, c'est un progrès que des lois de la santé soient apparues pour soutenir cette responsabilité de l'être humain dans la capacité à conduire son existence. Mais le contexte social fait qu'il y a parfois une certaine confusion entre ce qui relève de la responsabilité de chacun dans la conduite de son existence, ce qui relève du besoin, de la demande, du désir, voire du droit. Alors j'ai pris en exergue cette présentatrice d'une émission, c'était assez extraordinaire, elle invitait des gens, c'était très rigolo à voir, qui racontaient les histoires les plus tordues sur leur existence. Et puis ça se terminait toujours par « c'est mon choix, c'est comme ça, je n'ai pas de raison à vous donner et vous n'avez rien à m'en dire ». Triomphe de l'individu souverain qui n'a pas à rationaliser ses choix et sur lequel l'autre n'aurait rien à dire. Il y a peut-être quelque chose d'excessif dans cette manière de comprendre le rapport à la conscience morale de l'être humain et le rapport à l'autodétermination. Enfin, troisième piste, le constat d'un décalage. Alors vous vous demandez probablement ce que Annie Cordy vient faire là-dedans. Grande philosophe. Alors Annie Cordy, elle chante La Bonne du Curé. Et la Bonne du Curé nous dit « Je voudrais bien, mais je peux point ». Eh bien, l'homme moderne, peut-être que c'est ça. Je voudrais bien être autonome. Je voudrais bien participer activement à la conduite de mon existence. Je voudrais bien rédiger des directives anticipées. Je voudrais bien vous dire si je veux une nutrition artificielle ou une ventilation artificielle. Mais je ne peux point.
Je ne peux point. Peut-être qu'il y a quelque chose d'excessif dans cette histoire. Peut-être que le pari de la loi Leonetti, qui serait de renvoyer le citoyen à la capacité à se programmer dans un futur, peut-être que c'est un pari inhumain pour une grande partie de nous. Alors, des faits, 2,5% uniquement de rédaction de directives anticipées, les patients atteints de SLA, maladie emblématique, où justement le rapport à la directive anticipée pourrait être fait. Véronique Danel-Bruno, qui est une médecin du Nord, qui travaille à mon avis remarquablement avec les patients, uniquement 20% des patients qui parviennent à rédiger. Et si l'on va plus loin, Madame Fournier, pourtant qui a travaillé dans le cabinet de Kouchner sur les droits des malades, uniquement 30% des patients de plus de 75 ans qui souhaitent s'exprimer sur les conditions du mourir. Et dans le champ de l'oncologie, la demande des patients, c'est une demande d'être informé, ce n'est pas une demande de participer activement aux décisions. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre du mythe autour d'une autonomie dans laquelle nous pourrions indiquer clairement aux médecins ce que nous souhaiterions pour notre avenir. Ce n'est pas pour ça que c'est à abandonner, mais peut-être que ce concept d'autodétermination est à relativiser. Quelques pistes, poser que l'autonomie est une donnée d'existence et une visée. Relativiser une certaine conception de l'autodétermination. Je citerai quelques auteurs. Habermas, une vie éthiquement consciente ne peut pas être comprise comme une affirmation bornée de soi. Edgar Morin, un concept non substantiel, mais relatif, relationnel. Il ne s'agit pas de nier du tout notre capacité d'autonomie, il ne s'agit pas de nier notre liberté. Il s'agit de la concevoir dans un processus continu, de libération pour certains auteurs, mais quelque chose qui se fait dans un monde relationnel et dans un monde aussi d'argumentation progressive. Les pistes, là encore, sont très classiques. L'enjeu est probablement dans nos filières de soins de promouvoir la capacité du patient à participer aux décisions s'il le veut et s'il le peut. 4 grandes capacités, je m'inspirerai de Paul Ricoeur. Probablement que de manière continue, dans le suivi de nos patients, il nous faut prêter attention et favoriser le pouvoir dire de la personne malade. Favoriser toutes les formulations dans lesquelles il y a du jeu. Favoriser le pouvoir agir, le pouvoir faire. Et ça, c'est de la responsabilité des aides-soignantes, des infirmières. Je fais un topo pour des internes du desk autour de l'autonomie. Et je fais ça avec une infirmière et je lui posais la question, ce serait quoi, vous, votre place pour favoriser la capacité du patient à participer aux décisions? Et elle me disait, mais ma place, elle est peut-être très simple. Elle est, au moment de la toilette, comment je le renvoie déjà lui-même à sa capacité de faire ou de ne pas faire. Comment l'aide-soignante, en permanence, va plutôt renvoyer l'autre à sa propre parole, à sa capacité d'initiative, plutôt que de vouloir obligatoirement prendre soin, contenir. Troisième piste. Alors j'ai fait appel là aussi à un autre grand philosophe, Maître Yoga, parce que c'est là où je pense qu'il y a le plus de carences actuellement dans notre système de santé. Il y a très peu de possibilités de choix. Prenez un hôpital de jour en oncologie, et ce n'est pas une critique contre nos collègues oncologues. Le système doit tourner. L'hôpital doit tourner. Et patients et soignants sont instrumentalisés à la mise en œuvre d'un système qui doit tourner. Un monde sans sujet. Il n'y a plus de possibilité de choix. Le système technique, adoubé
par le système financier, a pris les commandes. Et nous nous retrouvons aliénés à la mise en œuvre de ce système. Comment, dans les hôpitaux de jour, comment, en anticipation, des acteurs de soins palliatifs peuvent réintroduire la possibilité de choix? Est-il pertinent ou non de faire cette chimiothérapie? Est-il pertinent de poser ou non cette nutrition artificielle? Peut-on évoquer en anticipation différents scénarios? Comment réintroduire du choix dans ce système qui désubjectivise aussi bien la personne malade que son entourage? Dernière piste, pouvoir se raconter, je l'ai déjà évoqué à propos de la souffrance. Alors la question des directives anticipées, elle a été réglée de manière très claire par Vincent Morel ce matin. Nous n'arrivons pas à rédiger nos directives anticipées. Et il faut probablement que nous soyons très prudents vis-à-vis d'une certaine injonction sur la rédaction des directives anticipées. D'autant que la certification a pris comme critère la rédaction des directives anticipées. Donc il y a, je le redis, peut-être quelque chose d'excessif dans cette injonction faite aux patients de rédiger des directives anticipées. Les directives anticipées ne sont pas une fin, elles sont uniquement un moyen mis au service pour élaborer conjointement un rapport à la limite et un éventuel rapport à l'orientation des traitements. Donc prudence sur les directives anticipées, en tout cas de mon point de vue. Alors en guise de conclusion, donc je vous le disais en introduction, mon propos est plutôt d'essayer de nous renvoyer à nous. Voilà. Dans ce monde dans lequel nous sommes, dans ce monde traversé par la construction d'un rapport à la technique, traversé par une souffrance mise essentiellement dans le champ de la médecine, envahi par la valorisation peut-être excessive de la capacité d'autodétermination de l'humain, quelle peut être notre place à nous soignants? Eh bien, peut-être prendre acte que c'est la fin d'une certaine hégémonie du discours des soins palliatifs. Et c'est peut-être heureux qu'il en soit ainsi. Peut-être que si des lois de dépénalisation vers le suicide, vers l'euthanasie, si l'introduction d'un droit à demander la sédation apparaissent, voilà, il va y avoir collusion de repères. Nous n'aurons plus un certain monopole du discours un peu normatif sur la fin de vie. Et je dis que c'est peut-être heureux parce que ça va nous imposer d'aller revisiter nos repères. Qu'est-ce qui relève réellement de ce qui fait sens pour nous? Peut-être que nous ne pourrons plus nous appuyer sur c'est interdit par la loi. Mais si, c'est permis peut-être. Donc c'est un appel à creuser, c'est un appel à approfondir, pas pour aller vers le malheur, au contraire, pour se fonder, pour être probablement plus paisible face à la complexité de ces situations. Alors, quatre champs. Première chose, il nous faut continuer d'avancer dans notre compétence clinique, avec des organisations de soins et des filières adéquates. Et on peut espérer que le pouvoir politique se ressaisisse, qu'il soit de droite ou de gauche, mais qu'il réinvestisse une certaine capacité quand même à construire un système de santé qui tienne compte des 95% des patients les plus concernés par ces situations, et non pas uniquement des 2, 4, 5% des patients demandeurs de suicide ou d'euthanasie. En tout cas, affermir notre compétence clinique et construire des filières de soins, si possible pertinentes. Deuxième piste, s'ouvrir vers le compromis. Puisque nous sommes dans une société pluraliste, puisque peut-être
que le cadre légal va se modifier, eh bien, nous allons peut-être amener à faire des pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille se renier dans nos repères. Comment nous allons progressivement apprendre à construire des accords dans un processus de double reconnaissance. Reconnaître l'autre dans sa différence, mais qu'il nous reconnaisse, qu'il me reconnaisse, moi aussi dans mes propres repères de soignants. Donc une ouverture possible vers le compromis. Troisième piste, de mon point de vue, et quel que soit le cadre légal, maintenir un rapport à la transgression. C'est, je crois, le sens de l'intervention du professeur Labbé ce matin. Maintenir un rapport à la transgression, et s'il nous semble éthiquement juste de faire une transgression, que ce soit dans le champ du suicide ou dans le champ de l'euthanasie, que nous la portions, que nous l'assumions, voire que nous en rendions compte devant un jury si cela est nécessaire. Mais maintenir ce rapport à la transgression. Alors, j'y tiens d'autant plus, et Vincent le soulignait encore ce matin, j'y tiens d'autant plus que nous avons une responsabilité d'enseignants. Que l'enjeu, ce n'est pas uniquement nous, l'enjeu, c'est aussi la génération d'après. Il nous a fallu toute une génération pour se débarrasser des cocktails lithiques. Ce serait dommage que l'on replonge à nouveau dans ces confusions de sédation, euthanasie ou de transgression pas assumée. Enfin, dernier point, envisager l'hypothèse de la rupture. Alors, c'est peut-être là où c'est paradoxalement le plus difficile pour nous. Un des grands intérêts des soins palliatifs, c'est d'avoir remis en avant l'importance de la relation, de n'avoir pas laissé seul l'autre à sa propre souffrance ou à sa capacité de choix. Mais peut-être qu'il nous faut envisager dans certaines situations, par respect pour nous et par respect pour l'autre, un rapport à la rupture. Sommes-nous obligés, si nous n'arrivons pas à construire un compromis avec l'autre, sommes-nous obligés, s'il ne nous semble pas juste de transgresser, sommes-nous obligés de maintenir un lien alors que nous n'arrivons pas à être ensemble? Peut-être qu'il nous faut aussi envisager l'hypothèse d'une rupture avec certains patients. Donc être soignant, ce serait plutôt une interrogation et un témoignage. Une interrogation sur qu'est-ce que l'homme? Nous qui voyons en permanence des humains dans leur singularité, dans leur énigme. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Maintenir cette question ouverte et ne pas la clore par un discours médical, par un discours légaliste, par une interprétation psycho-relationnelle. Mettre du langage, certes, mettre du symbole, peut-être, mais ne pas clore la question de l'homme. Peut-être témoigner, assumer ce qui est le plus profond, peut-être, assumer notre responsabilité de médiation. Qu'est-ce que c'est qu'un soignant? C'est quelqu'un qui se met entre un homme et sa souffrance, entre un homme souffrant et des autres qui sont désemparés face à l'expérience qu'il fait de la souffrance, entre un homme souffrant et une société qui ne sait plus très bien comment faire, comment prendre soin de ces nouvelles formes de souffrance. Merci de votre attention.